Lascar, je suis photographe d'orage. Je réalise donc des photographies depuis 17 ans. Et donc en fait, à travers cette conférence, le but, voilà, ça va être de présenter le comportement de la foudre, des activités électriques au sein des nuages orageux. Donc on va passer par les éclairs intra, inter, la foudre, et quelques parcours voilà, assez significatifs depuis 17 ans, retranscrits au cours d'orages très violents. Donc moi, mon but, c'est de parcourir la France, la Suisse, l'Italie, également l'Amérique par moment, pour essayer de trouver les orages les plus spectaculaires, avec une priorité bien évidemment pour la foudre. Donc je vous invite également je vous présenterai mon ouvrage, La foudre, lumière et furie, qui est justement une rétrospective de 17 années sur le terrain. Alors pour qu'un orage se forme, il faut être en présence d'une instabilité. Au départ, nous avons de l'air chaud et humide au niveau du sol, qui va être projeté en altitude. Arrivé à une certaine altitude, avec l'air froid, on aura une confrontation. La vapeur d'eau se condense, cette condensation se manifeste par des nuages cumuliformes, ce qu'on appelle des cumulus. Et sous l'action de cette instabilité, les courants ascendants vont faire gonfler ce nuage afin d'atteindre le stade du nuage orageux qui est le cumulonimbus. Nous avons différents types de cumulonimbus. Généralement, ils sont coiffés d'une enclume, on les appelle cumulonimbus capillatus, et certains, avec des enclumes cumuliformes qui n'ont pas d'enclume, on les appellera calvus. Au stade de glaciation, comme on peut voir sur cette image, nous avons un pilus. Ce petit nuage assez fin annonce généralement encore l'ascension du nuage, une instabilité encore plus importante qui va engendrer à ce moment-là le départ de l'activité électrique, la séparation des charges électriques au sein du nuage orageux. Cette séparation des charges électriques se manifeste en fait par l'accumulation d'hydrométéores, particules solides et liquides, donc cristaux de glace, gouttelettes, qui rentrent en collision, puisqu'à l'intérieur du nuage on a des vents très très forts. Et cette séparation des hydrométéores va provoquer donc les décharges. Charge positive au sommet du nuage, charge négative à la base. Donc là, au cours d'un orage, une instabilité assez marquée. Là, on a une explosion cumuliforme au sein d'un cumulonimbus calvus. C'était dans la nuit du 8 à 9 juin 2014, donc de cette année, en Eure-et-Loire, près de Chartres. Donc là, on voit bien l'ascension de ces cumulus. Là, ils sont déjà au stade de cumulonimbus, avec le début de l'activité électrique intranuageuse, donc éclair en nappe, avec quelques traceurs, ce qu'on appelle donc des traceurs extra-nuageux. Et généralement, ce sont les prémices avant le déclenchement des premiers coups de foudre. Voilà l'ensemble, donc vue d'ensemble d'un orage arrivé à maturité. C'est un orage qui s'est formé cette année, c'était en juin sur le bassin lémanique en Suisse. Donc les orages cléments sont très intéressants, impressionnants, puisqu'ils délivrent souvent de la foudre sur le lac. Donc là, on voit donc l'environnement de cet orage complet, avec donc le développement cumuliforme, les premiers coups de foudre ramifiés, descendants négatifs, et donc cet orage continue à gonfler, à prendre de l'altitude pour arriver à peu près à 10-11 000 mètres, puisqu'il faut savoir que sous nos latitudes, on a atteint cette mesure-là. Et au niveau de l'équateur, bien sûr, on peut atteindre des sommets dépassant les 14 voire 15 000 mètres, ce qui est vraiment incroyable. Donc c'était cette année, près de Châtillon-sur-Seine, l'un de mes premiers orages pour l'année 2014. Donc là on voit le comportement donc, du cumulonimbus avec son activité électrique foudre. Là il s'agit d'éclairs extra-nuageux, donc les éclairs sortent du sommet cumuliforme pour aller frapper en air sec. Donc là c'était juste étonnant parce que je rentrais ce jour-là d'orage qui était assez, on va dire, peu virulent sur la région parisienne. J'avais déjà fait à peu près 400-500 km ce jour-là. Et donc, en rentrant sur la route, déclenchement d'une cellule isolée près de Châtillon, et une activité vraiment très importante, puisque cet orage a duré quand même, il me semble, de 25 à 30 minutes. Là, je réalise la photo au téléobjectif, au 70-200, donc ouverture de 8, bien évidemment, pour avoir une luminosité maximale. Donc j'étais quand même assez long à ce moment-là, j'étais sur Avallon, dans Lyon, ce qui m'a permis d'avoir l'ensemble des coups de foudre. Donc toujours en Eure-et-Loire, on revient par rapport au développement cumuliforme de tout à l'heure. Donc on voit là, vraiment l'ensemble du cumulonimbus avec ses premiers coups de foudre. Bon, cet orage n'avait pas délivré énormément d'activité électrique au sol. C'était, je crois, l'un des rares, il y en a eu 2 au cours de cet orage. Mais ça permet donc de voir une vue d'ensemble sur la masse cumuliforme, avec donc l'activité intranuageuse, le ciel forcément étoilé,
et l'impact, le coup de foudre descendant négatif qui s'abat à peu près à environ 5-6 km de ma position. Donc là, on passe au cas d'orages spectaculaires, ce qu'on appelle les orages très violents, les supercellules. C'était toujours durant cette vague du 8-9 juin, en compagnie de deux collègues, Vincent Deligny et Dingy, également passionnés de tornades et d'orages violents. Donc là, nous sommes en présence d'un orage rotatif. Un orage rotatif est constitué d'un courant ascendant en rotation, un mésocyclone. Et fréquemment, l'activité électrique au sein de ces gros orages supercellulaires sont constitués à 80-90% d'une activité intranuageuse ou internuageuse. Fréquemment, lorsque vous êtes confronté à ce type d'orage, vous avez un enroulement donc, du courant ascendant ainsi qu'un coup du tonnerre intranuageux en continu. Voilà, vous êtes fréquemment en présence d'un mésocyclone, donc d'un orage très violent. Il me semble que ce jour-là, les grêlons avaient atteint la taille de 7-8 cm de diamètre. Autre supercellule, c'était le 16 juin 2013, si je ne me trompe pas. Alors c'était juste incroyable, on avait une période très instable sur l'ensemble de la France, le centre, le Massif central ainsi que le centre-est par la suite. J'avais fait plus de 7000 km en 5 jours, donc j'avais commencé par le Massif central, ensuite le lendemain j'étais reparti sur la Suisse il me semble, après j'étais reparti dans la Nièvre, j'étais reparti dans l'Ain, direction Bourg-en-Bresse, la Suisse, reparti en Bourgogne pour finalement finaliser le 19-20 juin par une succession d'orages très violents, d'ailleurs qui va finaliser cette conférence. Donc là nous sommes en présence toujours d'un orage rotatif, d'une supercellule. Ce jour-là on avait des vents de surface orientés est-sud-est entre le Puy-de-Dôme et la Nièvre, ce qui était donc propice pour qu'un mésocyclone se mette en place. Les vents étaient beaucoup moins bien baqués plus au sud du Massif central, d'où mon intérêt d'être resté entre le 63 et le 03 ce jour-là. Quelques instants avant l'explosion de cette supercellule, une autre supercellule s'était manifestée sur la Nièvre avec une tentative de tornade. Alors là, pareil, on voit bien la bande d'afflux, matérialisée par ce qu'on appelle une queue de castor, le courant ascendant rotatif, l'abaissement avec le nuage mûr, l'enclume rétrogressive, le courant ascendant torsadé, et dans cette partie-là, l'activité intra- et internuageuse qui se manifestait assez régulièrement. Toujours au sein d'une activité intranuageuse, les éclairs restent cantonnés à l'intérieur du nuage orageux. Alors là, c'était une nuit très électrique sur le Val de Saône, en Côte d'Or, avec l'action d'une zone de convergence qui s'était dessinée sur l'Allier. Les orages se sont manifestés pendant plus de 6 heures entre le 21, le 71, Saône-et-Loire, donc Côte d'Or. Et ce qui est très curieux, c'est que le sommet du nuage orageux ne dépassait pas les 5-6 mm d'altitude. On voit que vraiment le sommet est assez bas. Mais ce qui était assez significatif pour engendrer par la suite des coups de foudre ramifiés qui tomberont dans la partie gauche. Généralement, dans ces instabilités-là, en pleine nuit, les sommets devraient largement dépasser les 7-8 mm pour que l'activité foudre se manifeste, mais ce n'était pas le cas. Donc situation assez exceptionnelle. Donc là, on rentre dans les orages supercellulaires américains, toujours donc avec une activité intra- et internuageuse. Là, nous sommes en présence d'éclairs internuageux qui se dessinent donc au-dessus du courant ascendant principal. On retrouve pour l'alimentation d'un orage toujours cette bande d'afflux, donc cet air chaud et humide qui vient donc renforcer le courant ascendant. Là, nous sommes en présence d'un mésocyclone et à cet instant-là, une tornade pouvait se former dans ce secteur. Alors cette supercellule s'est manifestée pendant plus d'1 heure, quasiment au même endroit. Il faut savoir que là-bas aux États-Unis, les orages sont d'une violence extraordinaire. Rien ne peut les empêcher de parcourir de grandes distances et de s'alimenter automatiquement grâce justement à ces grandes étendues, ces plaines sur plus de 2000-3000 km. Activité internuageuse assez spectaculaire à la sortie de Troyes, c'était en 2013, août 2013. Alors là donc on a un processus d'enchevêtrement d'internuageux, ça se matérialise sous la corne du nuage orageux, qui se trouve à ce niveau-là. Et généralement en fin d'orage, sous les pluies stratiformes, de puissants éclairs internuageux jaillissent pour engendrer simultanément après l'apparition d'un coup de foudre peut-être positif à certains, voilà ici. Et généralement, ça, c'est très fréquent en fin d'orage. Alors, ce type d'éclair, de décharge rampante, d'explosion internuageuse se rencontre aussi en fin d'orage en montagne.
Et généralement, là, on peut assister à des coups de foudre ascendants en frappant les croix ou les vierges de certains sommets. Autre type d'orage spectaculaire avec une activité extra-nuageuse. Alors là, nous étions en présence d'une nasse tropicale, l'air était très limpide. On peut apercevoir au-dessus une partie de la constellation de la Grande Ourse. Alors ce cumulonimbus calpus s'est manifesté très rapidement, une formation très rapide. Déjà, lorsqu'il était au stade de congestus, avant qu'il soit devenu un véritable orage, il engendrait déjà des éclairs extra-nuageux. Et là, c'était juste une chance pour moi d'assister au premier déclenchement avec cet éclair vraiment très impressionnant, qui traverse donc le bouillonnement cumuliforme pour aller se perdre dans l'air sec. Toujours au niveau de l'activité intra-nuageuse, cette fois-ci sur le bassin lémanique, c'était en septembre dernier. Donc fréquemment, ce sont les prémices, lorsque vous avez un gros bouillonnement illuminé par des intra-nuageux, généralement les premiers coups de foudre se manifestent dans cette zone-là. Ce qui va nous amener à la partie la plus intéressante, la foudre. Avant encore des exemples de traceurs extra-nuageux, là c'était dans le Colorado en 2009, un orage supercellulaire très violent, avec un bouillonnement phénoménal. Là on observe bien cette zone de rotation, cette fameuse cloche, donc on est en présence d'un mésocyclone. C'est un orage excessivement intense avec une activité quasiment en continu, un flash, voire 2 flashs toutes les secondes. Donc la foudre cette fois-ci, toujours dans son environnement. Alors là j'ai eu la chance d'assister à un orage vraiment exceptionnel sur la région de la Côte en Suisse en septembre dernier. Donc la Lune éclaire de façon assez spectaculaire la ligne de nuages Feeder, donc c'est cette ligne d'alimentation matérialisée par des cumulus congestus, le développement du nuage orageux et à l'avant les premiers coups de foudre ramifiés. Par contre je suis désolé, je vois qu'il y a quelques petites tâches, ce qui n'est pas normal. Donc toujours au sein d'orages isolés, c'était cette fois-ci en Amérique, en Arizona. Donc près du Pikachu, une célèbre montagne entre Morana et Tucson, ouais, faut pas confondre avec... je crois que c'était un manga, il me semble. Bref. Et donc là nous assistons au premier coup de foudre au sein de cet orage. Je l'ai appelé éruption parce que je trouvais vraiment fabuleux ce bouillonnement cumuliforme avec cette activité intra-nuageuse. Et ce premier coup de foudre qu'on appelle le staccato, généralement c'est le premier éclair au sol, très spectaculaire, ramifié, qui jaillit. Et là-bas en Arizona, durant le monsoon, les orages sont juste extraordinaires avec des bases très élevées. On est en présence d'un terrain semi-aride et les coups de foudre généralement jaillissent simultanément 3, 4, 5 fois, c'est juste fabuleux. Très ramifié, c'est ce que je recherche, surtout le contact avec les orages secs. Donc pour présenter la formation de la foudre, généralement il faut être là placé au meilleur endroit, c'est-à-dire en interface entre le courant ascendant et la zone de pluie, qu'on appelle le courant descendant. Là nous sommes en présence de virga, qui veut dire virgule, donc on est traîné très fine de précipitation qui commence à toucher le sol. Et lorsqu'on se trouve vraiment à cette interface entre l'air sec et la zone de pluie, on peut être sûr d'avoir les premiers coups de foudre. Ce qui s'est passé une minute après, nous avons un impact assez proche qui s'abat donc dans le champ à 800 mètres. Donc c'est généralement le meilleur endroit pour avoir les éclairs les plus proches. Donc voilà, la foudre dans son environnement, c'était au cours d'un orage isolé près de Neuchâtel, dans le Val de Travers, en Suisse. Donc là, on a vraiment l'illustration parfaite du coup de foudre très ramifié. Le courant ascendant qui est illuminé, l'averse de pluie et de grêle à l'arrière, et le coup de foudre très ramifié qui jaillit à l'avant. Généralement, les cellules isolées, ce qu'on appelle les orages monocellulaires, constitués donc d'une seule cellule, engendrent facilement ce type d'éclair. En revanche, au sein des orages multicellulaires, des gros orages organisés en MCS, l'activité électrique foudre est beaucoup moins présente. Davantage positif en fin d'orage, au passage du front, ou essentiellement une activité électrique intranuageuse. Coup de foudre extra-nuageux, cette fois-ci aux États-Unis. Donc, on peut voir que cet impact est bifide, puisqu'il se divise dans ces 200 derniers mètres au niveau du sol. Alors là, c'était juste extraordinaire, puisque la foudre sortait à nouveau du nuage orageux pour aller jaillir totalement en air sec. Également, coup de foudre extra-nuageux près du Val d'Amour,
entre le 39 et le Doubs. Toujours au cours de cet orage, en fin de nuit, il était 5 heures du matin, double extra nuageux. Donc les éclairs sortent du nuage pour aller frapper la bande de nuages instables constituée d'altocumulus. Bref, c'était vraiment un spectacle extraordinaire. J'avais passé toute la nuit à photographier la foudre. Je m'étais posté la veille vers 17-18 heures entre Châlons et Moulins. Ensuite, j'étais reparti dans le Jura, près de Poligny, pour finir entre Besançon et Belfort vers 7 heures du matin. Là, cette photo a été réalisée près de Arquesnan. Un couloir très propice aux éclairs spectaculaires aussi. Long coup de foudre au cours d'une ligne orageuse qui avait éclaté sur le Val-de-Saône. Donc, également une région très orageuse, le Val-de-Saône, puisqu'entre la Saône, le Doubs, différentes rivières et puis les plaines céréalières, lorsque les orages se mettent en place, ils sont fréquemment violents. Le coup de foudre, celui-ci s'abat sur le clocher d'un village près d'Auxonne, et celui de droite tombe sur un arbre. La distance est de 5-6 km, donc là il n'y a pas grand danger. Pour moi, le plus intéressant, c'est de me retrouver à des distances de 50-100 mètres, voire plus près avec la foudre. Toujours une série d'éclairs extra-nuageux dans le Val-de-Saône, à la frontière entre le Jura et la Côte d'Or, près du village de Beauchelin. La plaine du Finage aussi est très orageuse, toujours des longs coups de foudre. La masse d'air est souvent sec là-bas. Les orages ne sont pas forcément nombreux, mais très très violents. Toujours encore une même orage. J'ai l'impression d'être en Floride. Dans cette cellule isolée avait engendré une quantité d'extra nuageux. Ce jour-là, on était en présence d'une dépression avec un front froid qui commençait à envahir l'ouest de la France, et à l'avant, la masse d'air était encore chaude et humide, ce qui a permis une déstabilisation de celle-ci en fin de soirée, avec les premiers orages entre la Saône-et-Loire, le Jura et la Côte d'Or. Autre type de coup de foudre, cette fois-ci en lumière rasante, c'était dans un orage américain. Alors là, on avait vraiment des conditions superbes, des conditions atmosphériques réunies, avec l'arc-en-ciel qui commençait à se désagréger. Une activité internuageuse sous la corne inférieure du cumulonimbus, et les derniers positifs généralement qui s'abattent comme sur la photo de 3. Là, la différence, c'est que la lumière était davantage plus intéressante. Orage sur le lac Léman. Alors les orages du lac Léman, forcément, comme je vous disais, sont très intéressants. Plus la superficie du lac est importante, plus le taux de foudroiement l'est aussi. Cet orage multicellulaire avait sévi quand même plus d'1 heure sur le haut lac. Donc moi j'étais placé sur les vignes du Lavaux, qui est un terrain vraiment très intéressant pour avoir une grosse profondeur sur le lac et les Alpes. Et lorsque la foudre tombe dessus, c'est remarquable. Là, donc, nous sommes en présence de 4 coups de foudre simultanés. Une micro-rafale assez importante constituée de grêle et de vents divergents à ce niveau-là. 2 coups de foudre qui sont pris quasiment dans cette micro-rafale, et 2 coups de foudre ramifiés à l'avant dans l'air sec. Et donc à l'opposé, le soleil qui réapparaissait et qui illuminait les vignes, c'était vraiment remarquable. Autre type d'orage spectaculaire, toujours sur le lac Léman. C'était en juillet 2005. Donc les brises de pente engendrées par les Alpes ainsi que l'humidité provoquée par le lac donnaient vraiment un orage stationnaire entre Évian et Saint-Gingolph. Et là, c'était juste de la folie. J'ai une quantité de foudre, plus de 350 coups de foudre filmés sur 1h30, et ensuite j'étais reparti dans les Alpes vaudoises pour finir à 5h du matin en Italie, après le col du Grand Saint-Bernard. Impact très proche aussi sur le lac Léman. Donc c'est là qu'on se rend compte quand même du danger de la foudre sur les étendues d'eau. Celui-ci tombe à 700 mètres de la caméra. Donc il est fortement bien sûr déconseillé de se baigner par temps d'orage, puisque tout comme s'abriter sous un arbre, on y reviendra. Impact également sur le lac Léman, double coup de foudre. Très vieille photo datant de 2001, je crois. À l'époque, j'étais encore en argentique. Alors j'ai voulu j'ai préservé ce côté argentique, pas par nostalgie, mais surtout parce que voilà, j'aime ce grain que l'on avait dans la Belvia, la Provia ou bien sur négatif. Alors il s'agit d'un coup de foudre très puissant, d'un coup de foudre positif qui se forme depuis donc les charges positives du nuage orageux.
C'était en fin d'orage, et suite à ce coup de foudre-là, la déflagration, le coup de tonnerre fut vraiment explosif, et malheureusement une personne est morte d'une crise cardiaque suite à la détonation. Là, j'étais quand même à plus de 8 km de l'impact, et j'ai ressenti le tremblement au niveau du sol. Les supervolts, les coups de foudre très intenses, produisent de véritables déflagrations, comme des sortes de canonnades, tellement le coup de tonnerre est très intense. Généralement, les coups de foudre descendants négatifs vont atteindre une intensité de 5, 6 000, voire 10 000 ampères grand maximum, alors que les coups de foudre positifs en fin d'orage peuvent atteindre facilement les 150, voire 200 000 ampères. Autre type d'orage spectaculaire, cette fois-ci donc sur la région de Lausanne, une photo qu'on peut retrouver à mon exposition, à Montier. Donc ça se passe comme ça, le premier éclair tombe à gauche sur le lac Léman, et ensuite triple foudroiement très ramifié sur la ville de Lausanne. Donc à travers ces images, on se rend compte que rien n'est épargné, aussi bien les lacs que les villes, la foudre tombe où elle veut et à n'importe quel moment. Orage sec près de Dole également. Donc plus la masse d'air est sec, plus les coups de foudre vont être ramifiés, comme on l'avait dit tout à l'heure. Dole est aussi une région très exposée aux orages secs. Les coups de foudre sont vraiment spectaculaires, et on a souvent des incendies de fermes, de maisons en tout début d'orage. Sœur, en Côte d'Or, toujours dans la même région. Donc une base très élevée, à peu près à 3-4 000 mètres, et un quadruple foudroiement qui s'abat dans la plaine du Val de Saône. Donc les premiers éclairs ramifiés sont toujours en interface entre le courant ascendant et descendant, et généralement la pluie vient tout de suite après. Dans des cas exceptionnels, la foudre peut se manifester en air sec pendant 15-20 minutes, mais ça reste quand même assez rare. Autre impact assez proche, c'est une capture vidéo. Donc là, on voit l'illumination dans le champ. Alors là, ça devient intéressant parce qu'on se rapproche de plus en plus des impacts. Et ce que je recherche, comme je vous disais, moi, c'est des distances de 50-100 mètres. Celui-ci tombe à 180 mètres dans une plaine céréalière près de Beauchemin, entre Beauchemin et Chemin. Donc la forme assez serpentine du coup de foudre est provoquée par des vents en surface qui étaient assez forts ce jour-là. D'où ce côté vraiment chaotique et complètement en zigzag, typique des coups de foudre qui se manifestent dans des vents assez violents. Mise en place aussi d'un orage très violent, c'était en septembre dernier près de Beaune, en Côte d'Or. Donc là, on a vraiment le début de l'activité électrique dans son ensemble, avec les premiers gros éclairs, toujours en air sec. Alors cet orage avait duré plus d'1 heure, voire même 1 heure et quart, et ensuite j'ai assisté à des phénomènes juste extraordinaires, effet couronne, plasmoïdes, incandescence sur des arbres, on verra les images après. Cet orage-là s'était formé suite à la présence d'une petite goutte froide plus au sud qui a déstabilisé considérablement la masse d'air. Les orages se formaient entre l'Allier et la Saône-et-Loire et se sont renforcés violemment en arrivant sur Beaune pour après se désagréger entre la région de Châlons-sur-Dole. Donc là, ça s'appelle aussi le hasard. Parfois, il faut être au bon endroit, au bon moment pour trouver le bon orage, ce qui était le cas ce soir-là. Parfois, ça demande des trajets plus importants. Et parfois, comme pour celui-ci, j'avais fait même pas 100-120 km pour cet orage. Il m'arrive parfois de faire 1500-2000 km en 24 heures, 48 heures pour être à l'affût de la foudre. Et bon, bah là, par contre, ça demande un petit peu de réserve parce qu'au retour, on se sent limite en état de dégradation. Toujours au cours du même orage, là nous sommes en présence, donc l'orage s'est renforcé, il arrive sur ma position. Les coups de foudre sont très épais, très ramifiés. Celui-ci sort d'un nuage mûr, donc l'orage est en rotation. Et on a l'impression qu'en fait que la foudre tombe très loin, mais en fait non, elle est à peu près à 900, voire 1 km grand maximum. Tout simplement parce qu'on a un abaissement de la base nuageuse, pardon. Et donc cet orage est en rotation, et les coups de foudre en fait sont très très près. Autre type d'orage avec nuage mûr, cette fois-ci c'était près de Ponca City en Oklahoma. Alors là on voit bien le nuage mûr dessiné avec ce courant ascendant très très puissant et 3 coups de foudre ramifiés qui s'abattent au même moment. Autre type de coup de foudre entrelacé avec une activité internuageuse sur la plaine de Las en Suisse. Cette fois-ci, c'est en Saône-et-Loire, près de Pierre-de-Bresse.
en Arizona, sur les montagnes de Catalina. Alors le monsoon, pour photographier la foudre, est juste le meilleur endroit dans le sud-ouest américain, puisque nous sommes en présence d'un terrain semi-aride, une masse généralement très sèche, et ça engendre des orages très violents, des cellules qui peuvent durer plus de 2 heures, et parfois au coucher de soleil, justement, on peut assister à des phénomènes remarquables, comme si on était en présence d'une éruption volcanique. Je vous conseille vivement l'Arizona si vous voulez faire des photographies d'éclairs. Toujours en Arizona, où là nous avons un phénomène assez particulier, donc c'est un coup de foudre bifide qui s'abat sur une crête. Donc à travers ce genre d'image, on se rend compte du danger auquel sont exposés les randonneurs et les alpinistes. Là vous avez quand même un phénomène de petits traceurs qui vont se détacher du point d'impact de la foudre et se propager sur plusieurs mètres. Une image assez rarissime. Toujours en montagne, cette fois-ci au cours d'un orage de grêle très violent dans le Jura. Donc cet orage avait engendré plus de 15 cm de grêle et une activité foudre à l'arrière qui était stationnaire pendant un long moment. Pareil, une image assez atypique. Cette fois-ci on est en Amérique, c'était je crois dans le Montana. Donc là nous sommes en présence d'une activité gréligène aussi avec la foudre à l'avant et cet arc-en-ciel qui apparaissait au même moment. C'est des contrastes et des ambiances qu'on rencontre davantage là-bas dans ces grandes plaines et qui sont quand même assez rares près de chez nous. Pour expliquer un petit peu aussi les conséquences de comment je travaille par moment. Donc je change mon pare-brise quasiment 2 fois par an. Donc Carglass, ce sont mes amis. Là c'est au cours d'un orage supercellulaire dans la Bresse en 2012, je crois. Oui. On avait atteint donc des grêlons de la taille de... Enfin, ils avaient atteint un diamètre quand même de 8 à 10 cm, ce qui est énorme. Donc pour me rapprocher, ce jour-là il y avait un risque de tornade, j'avais anticipé près du RFD de la supercellule, donc c'est vraiment la région entre le courant descendant et ascendant des orages très violents. Et voilà, le but c'était d'éviter un maximum la grêle, parce que sinon ce jour-là la chasse aurait été terminée. Ce qui ne m'a pas empêché quand même de vouloir me confronter un petit peu à la grêle. Alors, ce qui est bien, parfois j'aime ressortir de la grêle, rentrer à nouveau, ressortir, pour après me repositionner pour être au bon endroit. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu les conséquences parfois du véhicule lorsqu'on se trouve sur des orages très violents. Photographier les orages demande quand même un petit peu d'énergie aussi, puisque je vous disais, ce sont des trajets parfois de 24-48 heures. Il y a plus de danger d'avoir un accident de la route sous un orage que d'être foudroyé ou être emporté par une tornade. En plus de cela s'ajoute le stratus dans les fonds de vallée, parfois dans des régions très encaissées comme sur les Cévennes ou le Jura ou les Alpes. Donc le retour est parfois vraiment très difficile avec des nappes de brouillard sur plus de 50-100 km. Illuminé par des intrants, on voit plus ce qui se passe, bref c'est parfois assez délicat. Pour revenir donc à la foudre, bien évidemment, là on passe à la mise impact sur des arbres. Donc moi ce qui me plaît aussi dans ma recherche, dans cette étude phénoménologique sur les éclairs, c'est d'aller chercher aussi les points d'impact de la foudre, les traces laissées donc par ces décharges sur les arbres, sur le sol, le sous-sol, et de temps à autre aussi les lignes à haute tension, les lignes électriques. Donc ce coup de foudre est double, il s'abat sur 2 chaînes en Suisse, au cours d'un orage très violent qui avait sévi 2 heures. Également un impact proche sur un sapin, on voit l'illumination au loin de la forêt, un coup de foudre qui tombe à 800 mètres de l'objectif, au cours d'un orage très fort près de la région de Saint-Laurent-en-Haut, dans le Jura. Là, au cours d'un orage très violent aussi sur le lac Léman, j'assiste à la condescence sur le point d'impact de gauche d'un arbre qui est littéralement foudroyé. Plusieurs arbres sont foudroyés, on en a 3 là, celui-ci et celui-là bien évidemment. Donc cette incandescence se traduit donc par des effets plasmoïdes, ce sont des petits ions positifs qui sont engendrés par le traceur négatif, qui se trouve légèrement à gauche du canal, et ce sont des phénomènes assez rares. Donc pour étudier cela, il faut être quand même généralement assez près de l'orage, comme je disais, à une distance de moins d'1 kilomètre de la zone de foudre, ou d'utiliser un téléobjectif afin d'avoir les chances maximales de pouvoir immortaliser cet impact proche.
Là, également, un traceur descendant avec un traceur ascendant. La connexion a pu être établie. Ça s'est passé sur quelques mètres. Ce qui aurait pu engendrer un deuxième coup de foudre sur un autre arbre. Point d'impact sur un arbre à Fort-du-Plaine, dans le Jura. Une petite cellule isolée qui était passée, qui s'est renforcée sur la région de Mout. Donc là, on voit bien la mise à feu. C'est un frêne, cet arbre. Donc la foudre, vraiment, on frappe de plein fouet. La mise à feu est établie à cet endroit-là. Et sur place, en fait, curieusement, les traces n'étaient pas si significatives que cela. Donc comme quoi, parfois, la foudre peut quand même être assez généreuse. Et parfois, non. Celle-ci s'abat sur un tilleul le 19 juin 2013, avec un petit traceur ascendant, là, à cet endroit-là. Donc c'était un des orages les plus violents de ma vie. Il avait duré 40 minutes sur le même secteur, donc entre Brazé-en-Plaine, Saint-Jean-de-Laune et Saint-Aubin dans le Jura. On reviendra sur cet orage. Donc toujours en début, orage sec, la pluie n'est pas encore tombée. Orage cette fois-ci en Bourgogne en septembre, le fameux orage de Beaune, dont je vous avais montré quelques images auparavant. Donc là on a un phénomène absolument étonnant, double impact de foudre avec incandescence sur donc, un peuplier et un platane. On voit là la connexion donc, des traceurs réalimentés ici par une connexion latérale sur donc, le point d'impact de l'arbre. Et ici, carrément, un phénomène assez remarquable avec des sortes de petits traceurs par bond qui vont venir jaillir latéralement tout autour du point d'impact. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez significatif. Ça reprend en fait le même passage que la foudre lorsqu'elle se libère sous le sol. Lorsque la foudre s'abat, donc les décharges latérales se propagent le long du sol sur 50, 100, 150 mètres. Et là, on a en fait le même phénomène, des petites ramifications qui se propagent latéralement. Donc c'est une image assez, pour moi en tout cas, assez exceptionnelle. Impact proche dans le Texas en juin 2006, qui s'abat non loin d'une ligne électrique, avec une petite sphère lumineuse à gauche du point d'impact de foudre, ce qu'on appelle un amorçage, une surtension. Et cette nuit-là, donc, comme on le sait très bien, les orages américains sont très forts, et cette nuit, j'ai failli être foudroyé tout simplement parce que 1 minute après cet impact-là, la foudre est tombée à quelques mètres derrière la voiture. Autre impact très très proche, dans une plaine céréalière, près de Connantre, dans la Marne. Donc on voit bien que la foudre frappe n'importe où, aussi bien les terrains accidentés que les terrains plats. Donc un foudroiement, même à cette distance, peut être fatal. Coup de foudre sur une antenne de télécommunication. Là, on a vraiment le processus donc, du coup de foudre descendant négatif. Donc pour que la foudre se forme, il faut être en présence, donc, comme je vous disais, d'un nuage orageux, qui joue le rôle d'un grand condensateur, un dipôle, constitué de charges négatives et également de charges positives au niveau du sol. Et là, on a vraiment l'exemple parfait donc, de toute cette accumulation de traceurs descendants négatifs qui vont aller se connecter aux traceurs ascendants qui, au sommet de certaines aspérités, un arbre, et là par exemple il s'agit de l'antenne, va établir cette connexion. Et là, on peut voir un traceur ascendant qui se forme sur l'arc-en-tour, le canal principal de la foudre, donc phénomène assez rarissime. Par contre, il n'y a pas eu de continuité, mais si c'était le cas, le traceur descendant négatif serait venu se connecter à ce traceur-là et aurait formé probablement un deuxième coup de foudre. Cette fois-ci, coup de foudre ascendant sur une antenne, toujours aux États-Unis, en fin d'orage. Donc les grandes enclumes des supercellules constituées de charges positives sont vraiment propices pour le déclenchement de ces éclairs sur les croix, sur les antennes. Et ce qui était le cas ce soir-là, où j'ai assisté à 7 coups de foudre ascendants en l'espace de 15 minutes. Celui-ci arborescent est le plus beau, c'est un coup de foudre ascendant positif. Où on voit donc la séparation des traceurs qui remontent. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est assez rare ici. Ce genre de coup de foudre ascendant, on les trouve davantage là-bas. En France, ça reste quand même quasiment impossible. Du fait d'une alimentation moins importante des charges positives au sein des enclumes, du nuage orageux. Donc là, c'est un orage très violent sur le plateau jurassien, près de Barretten. Alors cette fameuse nuit-là, il m'est arrivé un phénomène assez incroyable. L'activité électrique était tellement forte, ça s'abattait à 360 autour de la voiture.
Au cœur de l'orage, au moment le plus fort où la foudre s'abattait, malgré le fait que le moteur soit éteint de ma voiture, le tableau de bord s'est illuminé et les aiguilles tournaient dans tous les sens. Ce qui veut dire que l'activité électrique était vraiment phénoménale. Donc le même orage, là il s'agit d'une capture vidéo, où un coup de foudre très très proche, ça va à quelques mètres de la voiture. À ce moment-là, il y a une déflagration, la voiture a tremblé. On retrouve donc ce flash provoqué par cet impact très très proche avec de fortes pluies. Et une concentration ensuite de coups de foudre le long d'une ligne électrique près de Chambaud, avec des avançages, donc des sphères lumineuses, ce sont des claquages sur les lignes. Là, il s'agit également de décomposition d'un amorçage. Donc l'amorçage, concrètement, les forts rayonnements électromagnétiques engendrés par la foudre produisent sur les lignes électriques des surtensions. Ces courts-circuits se manifestent par des sphères lumineuses dont l'intensité et la durée de vie varient en fonction de cette fameuse surtension. Donc moi, personnellement, sur une étude de 17 ans, j'ai remarqué que les amorçages simultanés les plus spectaculaires se forment le long des plaines fluviales, également dans les endroits montagnards constitués de roches sédimentaires. Donc sur cette image-là, on voit bien la décomposition de l'amorçage, avec donc des arcs subséquents de la foudre. Je n'ai pas mis l'intégralité de la décomposition, et là on voit la désintégration du canal. À nouveau un arc subséquent avec donc des couleurs qui varient du bleu au rouge, ce qui est typique lorsque les orages sont constitués de fortes précipitations. Et ensuite, décomposition du canal avec décroissance en chapelet. Alors cette image assez incroyable a été réalisée en septembre de cette année, près de Champagnole. Donc là, on a carrément l'explosion d'un câble de garde avec des jarres d'étincelles à ce niveau-là. C'est un phénomène que je recherchais depuis des années. Ce phénomène s'est traduit donc par divers courts-circuits le long de la ligne. Il y en avait deux. Le premier à gauche, à environ 1 km, et le deuxième, forcément hors cadre, qui a jailli à 800 mètres. Et cette succession de courts-circuits engendrait donc cette jarre d'étincelles sur le câble de garde, qui est quand même assez rarissime. Le pylône se trouve à 80 mètres de ma position. J'ai recadré légèrement parce que la partie gauche était néante. Mais voilà, c'était une nuit très orageuse sur le Jura. Malheureusement, quelques secondes avant, j'ai raté un impact très proche sur un arbre, sur la gauche. Je n'ai qu'une partie, donc j'étais vraiment très frustré. Avec mise à feu, voilà, c'était incroyable. Voilà, donc un agrandissement sur le câble de garde, les jarres d'étincelles, porté au rouge. Et on va terminer sur l'orage le plus violent de ma vie, l'un des orages les plus violents que j'ai pu vivre au niveau foudre. C'était dans la nuit du 19 juin au 20 juin 2013. Vincent Deligny, qui est présent dans la salle, a vécu également cet orage, son départ, pas de chemin. C'est bien ça, hein. Donc cet orage a donné une quantité de foudre phénoménale. Durant 40 minutes, l'orage s'était déplacé que de 6 km. Et voilà, j'ai vécu l'orage le plus fort de ma vie, donc triple, quadruple foudroiement simultané durant les 20 premières minutes. Là, à ce moment-là, je me trouve entre la région de Saint-Aubin, frontière entre le Jura et la Côte d'Or. Le but, ça va être de me rapprocher de cet orage, de rentrer au cœur de l'orage et d'être à des distances de 100-150 mètres des impacts de foudre. Généralement, lorsque vous avez ces orages secs qui se forment de manière constante, qui se reforment au même endroit, là, le but, c'est d'aller vraiment au plus près pour immortaliser les impacts. Donc là, je me déplaçais de 200 mètres, des chutes de foudre absolument remarquables. Là, il s'agit de 5 coups de foudre simultanés. Je visais la ligne haute tension, qui a été foudroyée au loin. J'attendais vraiment la foudre sur ces pylônes-là. Mais avec le déplacement du flux qui était très sud, le but, c'était d'intercepter vraiment en passant la frontière du Jura, pour me décaler ensuite un petit peu plus à l'ouest. Voilà, toujours au cours du même orage. Une avalanche de foudre, c'était juste incroyable. Là, j'étais à effute avec mon appareil photo, sinon j'aurais été totalement surexposé. Il ne s'agit pas d'une fusion, hein, c'est une pause d'environ 30 secondes, hein, ce qui montre vraiment la virulence de l'orage. Donc à ce moment-là, je désire me rapprocher encore plus près, donc je quitte le Jura pour aller intercepter cet orage en Côte d'Or.
Donc là, à ce moment-là, ça devient vraiment très chaud. La foudre tombe à des distances de 100, 200, voire 300 mètres. Cet impact-là, très puissant, qui a une durée de vie assez importante, tombe sur un petit buisson, épargne la maison qui se trouve à quelques mètres à côté. Donc à ce moment-là, je me trouve à l'entrée du village de Brazé-en-Plaine, en Côte d'Or. Et là, ça va juste de la folie, puisque je vais assister à de la foudre à 360 degrés tout autour de moi pendant plus de 15 minutes. Toujours sans pluie, l'orage est sec. Donc c'est fabuleux pour réaliser les meilleurs clichés. Donc à ce moment-là, la foudre s'acharne sur l'entrée de Brazé-en-Plaine. L'impact de gauche tombe sur un tilleul avec ce fameux traceur ascendant. Un deuxième coup de foudre très ramifié qui s'abat à environ 800 mètres. Et là, à ce moment-là, moi je cherche le scoop. Je veux que la foudre tombe sur l'arbre de devant. C'est le but. L'orage est toujours sec. Et à ce moment-là, j'intercepte la plus belle photo de ma vie, avec un impact à 80 mètres dans le champ, qui illumine totalement, donc sur plus de 100, 150 mètres, la route qui est très légèrement humide, car là, à ce moment-là, la pluie commençait à tomber, mais elle était très très fine. Et là c'est juste la folie, puisqu'à chaque fois que la foudre tombait, la voiture tremblait sous l'effet de déflagration des coups de tonnerre. Et suite à cela, un coup de foudre extrêmement puissant tombe à quelques mètres derrière la voiture. On peut voir l'illumination sur la route. Voilà, donc toutes les gouttelettes, la pluie commence à tomber. Le coup de foudre est vraiment très très près. Et là, à ce moment-là, donc j'ai le fusible du klaxon qui grille, le phare arrière également. La voiture tremble, c'est incroyable, quoi. Donc pour vous montrer à quel point quand même la foudre c'est un phénomène dangereux, mais assez fascinant aussi. Voilà les conséquences des dégâts provoqués par des coups de foudre très intenses. Là, c'est sur le clocher de Ruffey-sur-Seille, dans le Jura. Donc là, c'est suite à un coup de foudre très puissant, positif, qui a vraiment, mais carrément, effondré de la pierre, avec des morceaux quand même qui ont été projetés à plus de 80 mètres. Pour vous dire la puissance considérable de certains impacts. La foudre aussi provoque souvent des incendies. On va terminer sur cette dernière image. C'est un orage en 2012, en mars, au passage d'un front froid très actif. Dans le renforcement, un talvet qui avait provoqué un creux dépressionnaire significatif sur l'est de la France, et la cellule s'est renforcée et a donné une grosse activité électrique. Malheureusement, ce coup de foudre-là avait frappé un chalet. Les malheureuses personnes qui étaient à l'intérieur ont tout perdu. Alors là, parfois, on se sent un petit peu mal, puisque en même temps, on a cette fascination pour les éléments qui est difficilement descriptible, et en même temps, voilà, on ne souhaite pas ça. C'est comme pour les chasseurs de tornades. On souhaite le gros phénomène, la tornade très puissante, sans qu'il y ait de mort ni de destruction. Pour vous dire que la foudre, voilà, c'est un phénomène qui reste mystérieux, mais également très dangereux. Moi, toute ma vie est consacrée à ça. Il faut faire très attention, ne pas s'abriter sous un arbre, ne pas se promener par temps d'orage. Et voilà, la foudre est un phénomène naturel. La nature est là pour nous rappeler. On se sent tout petit face à cela, on fait preuve de beaucoup d'humilité. Et je vous souhaite à tous d'excellentes photos d'orage pour la suite, parce que je pense que vous allez vous y mettre. Merci beaucoup. Surtout sur les lacs jurassiques. Ouais, donc il faut quand même une grande expérience, j'imagine, pour avoir ce feeling avec les conditions climatiques et tomber quand même. Oui, grande expérience, je sais pas, mais anticipation et puis une disponibilité à 100% que beaucoup de personnes n'ont pas. C'est pour ça que moi je consacre toute ma vie à ça. Beaucoup de disponibilité, puis aussi beaucoup de chance, ouais. Avec l'expérience, mais beaucoup de chance. Bien, merci. Et pour un débutant, pour débuter, vous ouvrez à 2-8, vous disiez tout à l'heure, mais en temps il faut poser en pause, faut mettre en pause. Oui, bien sûr, je travaille en pause longue, en mode bulb, sur les appareils numériques, hein, on appelle ça comme ça. Ensuite, tout va, je dirais, ça dépend de la densité de foudroiement, ça varie en fonction du nombre d'éclairs, si l'orage délivre de la pluie ou pas. Par exemple, sous un orage sec, je n'hésite pas à pousser à 30-40 secondes de pause pour avoir un maximum d'éclairs ramifiés. Si un coup de foudre est très proche, comme par exemple pour l'orage de Brazé-en-Plaine, je suis entre 4-5 secondes de pause, ça varie considérablement. Ouais. Avec une ouverture en moyenne à 5-6, 6-3. Par contre, quand la foudre tombe très très près, comme pour les dernières photos, là j'étais à F10, F11, sinon j'aurais une surexposition phénoménale. On dit qu'on est à l'abri dans une voiture en cas d'orage.
Oui, c'est vrai, grâce à la carrosserie qui fait office de cage de Faraday, mais ça ne garantit pas une protection sûre à 100%. Vous avez certains coups de foudre qui vont frapper le réservoir, la voiture a explosé littéralement, donc c'est un abri, mais pas sûr totalement. C'est rassurant. Effectivement. Une autre question. Imaginons, genre, un photographe qui est dans l'eau dans le lac Jurassien, il est en combi, il y a une grosse cellule qui se forme. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort ou il reste? Il sort. S'il s'appelle Michel Loup, il reste. Vous avez travaillé beaucoup dans le Jura, la Côte-Nord et tout, où nous habitons. Et à une époque, dans ma jeunesse, j'ai travaillé au Sahara, à l'exploitation des pétroles. Je peux vous dire que des orages secs, on en a vu certains, c'est impressionnant et ça rend fou. Quand ça dégringole sur une tour. Ouais, ça rend fou la preuve, regardez. Non, c'est vrai que là-bas, ces orages sont extraordinaires. Justement, je rêve, j'avais voilà, quelques envies de partir durant l'hiver au cœur du désert pour éventuellement ramener ce genre d'image. C'est vrai que les orages là-bas sont très spectaculaires. On a eu un gros accident, on a un puits qui a pété, qui a brûlé, Ouais. un puits de gaz. On s'est toujours demandé ce qui s'était passé. Bon, il y avait des événements de l'époque qui n'étaient pas très gais, mais on se demande par moments si on n'a pas pris un coup d'orage sec que personne n'a réalisé. Excusez-moi, je vous ai mal entendu. Pour la fin, je vous disais. Il s'est passé une chose, c'est qu'on a eu un puits qui a pris feu. Oui. Donc il a pété, c'était au moment où il y avait des événements très graves en Algérie. Oui. Et on se demande si finalement ce n'est pas un coup d'orage sec qu'on a pris sur le puits. Ah bah c'est fort Avec probable. avec un défaut de mise à la terre. C'est tout à fait possible, puisque la majorité des coups de foudre en début d'orage, comme je parlais des orages secs, engendrent les premiers incendies. Mais là, sur un puits, c'est tout à fait possible. Avec l'effet de combustion, il y a une propagation des décharges et c'est fort probable. C'est ce qu'on a pensé. C'est possible, oui. Je vous remercie.